RFI, il est 18h ici à Paris, 17h à N'Djamena, 16h, temps universel. Tout de suite, le journal en français facile. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. À la une de ce journal en français facile, les Tchadiens votent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, une élection pour mettre fin à la transition, ouverte il y a 3 ans. 8 millions de personnes doivent voter. Nous serons à N'Djamena en début de journal. Condamnation unanime des États-Unis, de l'ONU, de l'Union européenne contre une opération israélienne à Rafah. L'État hébreu a demandé aux habitants de l'Est de cette ville de la bande de Gaza de partir temporairement. Témoignage à suivre. La France organise des réunions pour lutter contre l'antisémitisme. Début ce lundi des assises de lutte contre la haine anti-juif. Les travaux vont durer jusqu'en juin. Et puis, la flamme olympique va arriver à Marseille mercredi. Nous serons sur le bateau, le Belém qui la transporte. Reportage en fin de journal. 8 millions d'électeurs appelés à élire leur président au Tchad. Un premier tour de l'élection présidentielle pour mettre fin donc à 3 ans de transition. Direction tout de suite la capitale du Tchad, N'Djamena, où nous retrouvons le correspondant de RFI, Esdras Ndikoumana. Esdras, officiellement, les bureaux de vote devaient fermer à 17h, heure de N'Djamena, 18h à Paris. Oui, c'était l'heure officielle prévue. Mais dans le quartier Chagua du 7e arrondissement de N'Djamena, où je me trouve, presque tous ont ouvert avec retard. Il y en a même qui ont commencé 7 heures après l'heure officielle d'ouverture prévue. Tous ces bureaux doivent donc, selon le code électoral tchadien, laisser les électeurs continuer de voter en temps égal à celui qui a été perdu au départ. Seule exception, le bureau numéro 1 du carré 2, le carré étant la plus petite entité administrative du Tchad, qui ont commencé presque à l'heure. Le président de ce bureau vient de déclarer clos le vote à 17h comme prévu. Son équipe se prépare donc à passer au dépouillement des voix des délégués devant des délégués, des candidats, des observateurs de la société civile, ainsi que de quelques citoyens qui sont restés pour assister au décompte final des voix. Selon l'ANGE, c'est l'Agence nationale de gestion des élections, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à l'heure à travers tout le pays. Elle se félicite d'une présidentielle qui s'est tenue dans le calme et a connu une forte affluence, selon elle, même si elle déplore des cas d'irrégularité. À Mondou, dans le sud du pays, un homme de 65 ans a été tué par balle dans un bureau de vote. Des individus non identifiés qui voulaient voter sans carte d'identité ont ouvert le feu dans ce bureau de vote. Les explications d'Esdras Ndikoumana, correspondant de RFI au Tchad, et on continuera à suivre le dépouillement et les résultats de cette élection présidentielle avec vous. Des milliers de personnes quittent l'est de Rafah au sud de la bande de Gaza. C'est ce que dit le Croissant Rouge palestinien. Ils laissent leur maison après des frappes israéliennes et l'ordre donné par l'armée de l'État hébreu de partir. Israël estime qu'il faut évacuer environ 100 000 personnes. Cette opération est jugée inacceptable par l'Union européenne. Inhumain, dit l'ONU. La France rappelle que déplacer la population civile est un crime de guerre selon le droit international. L'Égypte, elle, met en garde contre les dangers d'une opération militaire à Rafah. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Rafah recueilli depuis Jérusalem par Sami Boukhelifa. 1 500 000 Palestiniens habitants et déplacés se trouvent à Rafah. En février dernier, les autorités israéliennes annoncent vouloir lancer une offensive terrestre contre cette ville, où seraient retranchés les responsables du Hamas, selon l'État hébreu. Mohamed vit sur place avec sa famille. Cet ordre d'évacuation partielle émis ce lundi par l'armée l'inquiète au plus haut point. On retient notre souffle depuis des mois déjà lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que ses troupes entreraient dans Rafah. Ces ministres d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Et donc nous, on vit dans la peur et ce sentiment de peur ne fait que croître. L'aviation israélienne a largué des tracts avec le détail du plan d'évacuation.
La population de l'est de Rafah doit rejoindre la région d'Al-Mawassi, en bord de mer, où une zone humanitaire a été mise en place, assure l'armée. Faux, dans la bande de Gaza, il n'y a pas de zone humanitaire, proteste le jeune homme. Les gens ne savent pas où aller. Vers le nord, vers le sud, à gauche, à droite, c'est la confusion totale. Al-Mawassi est déjà surpeuplé de déplacés. Tout le monde ici sait qu'il n'y a aucune zone sûre à Gaza, du nord au sud, d'est en ouest. Le danger est partout. Personne ne croit en ce que dit l'armée israélienne. La population redoute également qu'une offensive contre Rafah, même limitée, ne perturbe l'entrée de l'aide humanitaire, car c'est par le sud de l'enclave qu'entrent les camions chargés d'aide. L'armée affirme avoir mis en place d'autres points de passage. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI. Et aujourd'hui, Benyamin Netanyahou promet à Joe Biden de maintenir un point de passage pour l'aide humanitaire à Gaza. Les mobilisations dans les universités pour soutenir les Palestiniens se poursuivent, notamment à Paris. Un rassemblement était organisé cet après-midi devant Sciences Po. 80 militants avaient installé des tentes dans la rue alors que les étudiants passaient leurs examens. La police a évacué les manifestants dans le calme. Et dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza, les actes antisémites ont beaucoup augmenté en France. Il y en a 4 fois plus cette année par rapport à l'an dernier. Le gouvernement organise donc des assises de lutte contre l'antisémitisme, la haine contre les juifs. Ce sont plusieurs réunions avec différentes associations de lutte contre le racisme, mais aussi des responsables des cultes religieux. Amélie Beaucourt, vous y étiez, bonjour. Bonjour Stéphane. Concrètement, Amélie, quel est l'objectif de ces assises, de ces réunions ? Bien, l'objectif, c'est de trouver une solution à l'augmentation récente des actes antisémites et du sentiment d'insécurité que disent ressentir de nombreuses personnes juives ici en France. Depuis le 7 octobre 2023, un quart des Français de religion juive ont dit avoir été victimes au moins une fois d'un acte antisémite. Ces violences physiques ou ces insultes se déroulent surtout à l'école ou sur les réseaux sociaux et touchent en particulier les jeunes. Les associations réunies ce matin veulent y mettre fin. Elles ont jusqu'au mois de juin pour réfléchir à ce qu'elles voudraient mettre en place. L'une des idées, c'est par exemple de punir plus sévèrement ceux qui ont des propos antisémites, car en France, il arrive parfois qu'ils soient moins sanctionnés sous prétexte que la liberté d'expression les protégerait. Un autre objectif également, c'est d'associer toutes les religions à cette réflexion, les juifs bien sûr, mais aussi les musulmans, les catholiques et les protestants. Les explications d'Amélie Beaucourt du service France de RFI. Le président chinois, lui, est en France pour 2 jours. Xi Jinping effectue ce qu'on appelle une visite d'État. C'est une visite qui marque l'importance des relations entre la France et la Chine. Aujourd'hui, il est à Paris avec au programme des discussions sur le commerce international avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ils ont aussi discuté de la guerre en Ukraine. Le président français l'appelle à une coordination, je cite, décisive. Il veut éviter que la Chine soutienne plus la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La Russie qui menace de frapper des équipements militaires britanniques en Ukraine. Si les armes du Royaume-Uni sont utilisées par l'armée ukrainienne pour frapper le sol russe, Vladimir Poutine a aussi annoncé des exercices militaires avec des armes nucléaires. Une réponse, dit-il, aux propos des dirigeants occidentaux. Et puis pour terminer ce journal, embarquons à bord du Belém, le voilier qui amène la flamme olympique à Marseille. Elle doit arriver mercredi, après 2 semaines de voyage. Sur le bateau, il y a la flamme, mais il y a aussi 15 jeunes bénévoles scouts. Sylvie Coffy a appelé Yacine Nassa, 19 ans. Après plusieurs jours de traversée, Yacine, le Marseillais, découvre des paysages à couper le souffle. Le détroit de Messine, le canal de Corinthe. Entre les manœuvres et les rencontres à bord, le moussaillon a peu de temps pour profiter de la nouvelle passagère. La flamme en ce moment, elle est dans le Grand Rouf. Puis elle se balade un petit peu dans le bateau. Et on va dire qu'elle vit comme si elle était passagère, c'est-à-dire qu'elle vit avec les gardiens de la flamme. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de voir la flamme des Jeux Olympiques et encore moins d'aussi près. Elle déjeune avec nous et ça fait toujours chaud au cœur de la voir avec nous au quotidien, quoi. Et il faudrait que je me pose avec elle et que je la contemple. Yacine, un brin romantique, lui qui vient des quartiers nord de Marseille, n'aurait jamais imaginé vivre une telle expérience. Elle m'a ouvert énormément de portes, énormément d'horizons, elle m'a ouvert l'esprit totalement sur des idées que j'avais ou que je n'avais pas d'ailleurs. Puis j'espère que c'est le début d'une grande aventure pour moi. Une aventure qui ne fait que commencer. Ça sera Yacine, la star de Marseille, comme on m'appelle déjà, mais là je pense qu'à l'arrivée à Marseille ça va être fou.
arrivée prévue dans la cité phocéenne mercredi soir. Reportage de Sylvie Coffy. On se retrouve demain pour un nouveau journal en français facile. Bonne soirée.